Bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. J'ai le plaisir d'accueillir, Magali. Bonjour à toi. Bonjour François. Alors je te laisse te présenter en quelques minutes et ensuite, je vais expliquer le pourquoi du comment de ta présence. Merci. Alors donc, je m'appelle Magali, ça fait depuis 4 ans que je travaille chez OVH Cloud en tant que recruteuse tech. Alors donc, je recrute uniquement des profils, DevOps, SRE, DBA, manager tech, mais aussi des PO, des PM, bref, tous les profils, tech divers et variés. Depuis mon début chez OVH, j'ai embauché, je dirais un peu plus de 200 personnes. Et donc en ces 4 ans d'OVH, j'ai eu l'occasion de faire plein de choses, de créer, des process de tests techniques, d'abandonner, de recommencer, mettre en œuvre pas mal de choses. Et également en 4 ans, j'ai vu le marché de la tech, évoluer et je crois que c'est un peu plus le sujet, aujourd'hui. Mmh, tout à fait. Alors en fait, on t'accueille de nouveau parce que, en décembre dernier, tu as animé le dernier meet-up de 2024. Donc c'était le meet-up 48 de Programmé, autour des bonnes résolutions RH, dans la tech et tu as effectivement expliqué un petit peu comment ça se passait aujourd'hui avec les différents points que le recruteur et les recrutés, peuvent, utiliser comme levier. Alors le but aujourd'hui, c'est pas de nous refaire entièrement le meet-up, mais peut-être d'appuyer sur un certain nombre de points, en fait, qui ont été soulevés et que tu as soulevés, et qui paraissaient très, très intéressants. En fait, aujourd'hui, toi, en qualité de recruteuse, comment tu perçois le marché? Hem, alors aujourd'hui, on se pose en effet beaucoup la question de: «Est-ce que l'Eldorado de la tech est terminé?» Je pense que tu fais référence à ça. Ah Hem, oui, un petit peu, ouais, ouais, ouais. ouais, un petit peu. Parce qu'en fait, hier, j'ai discuté avec un développeur, freelance. Ouais. Il dit que depuis quelque temps, en fait, les missions ont tendance plutôt à stagner ou même à s'écrouler parce qu'il n'y a plus beaucoup de demandes, en tout cas en freelancing, Mmh. et qu'il constate ça avec, d'autres collègues et que, on parle beaucoup de manque de profil, mais que ce serait vraiment à fortement modéré parce que tout dépend du profil, en fait. Ouais, je suis assez d'accord et tu vois, moi, de plus en plus, on recrute aussi des personnes qui étaient des anciens freelance et qui sont OK pour revenir en CDI et bien sûr avec des conditions financières qui vont être, différentes de quand on est en Mmh. freelance donc tout à fait, je rejoins là-dessus. En fait, pour moi, le marché de la tech est en mutation et il est pas, moins intéressant qu'avant, si on se met du côté, des profils tech. Mais en effet, il y a eu pas mal de changements. On a vu des licenciements massifs, hein, récemment, Mmh. dans l'actualité récente, dans des petites et des plus grosses entreprises. Les salaires aussi, ont semblé un peu se stagner, que ce soit en interne ou justement, côté freelance avec, sans parler de pénurie, mais en effet un amoindrissement des différentes missions et les entreprises, vont être plus frileuses à embaucher, à tire-larigot et en masse. On va faire plus attention et Mmh. mais en fait, sur le point de vue du salaire, si on fait cette mini parenthèse, en fait, c'est que il y a eu des augmentations spectaculaires, sur les dernières années et c'est juste que ces évolutions se stagnent, enfin stagnent davantage. Mmh. On est sur une évolution qui est moins soutenue, mais ça reste quand même très intéressant de travailler dans la tech par rapport à d'autres secteurs, on le sait Ouais. et il y a encore certains profils qui ont leur rémunération qui Mmh reste mh. très très attrayante. Mmh. Ouais. Ah effectivement, là, je regardais il y a quelques jours les différentes études au niveau des salaires et effectivement, on constate que depuis maintenant un an et demi, il y a vraiment une stagnation, voire une légère régression sur certains types de profils, mais qu'on n'aura plus les grandes, envolées comme on a pu le voir il y a 3 4 ans, effectivement à ce niveau-là. Hem, est-ce que l'euphorie, si on peut appeler ça une euphorie qu'on a connue effectivement au moment du covid, en post-covid, en fait, est-ce que c'est une sorte de retour de bâton ou de retour à la normale? Alors honnêtement, je ne sais pas, j'aurais tendance à dire oui, je dirais que c'est la réponse classique, un Mmh. retour un peu plus à la normale. Hem,
Après très honnêtement, pour être confronté entre guillemets «au marché tech» tous les jours, hem, travailler dans la tech, c'est toujours très intéressant. Il faut juste Mmh. en fait avoir, je dirais, les bons filons, savoir tirer son épingle du jeu et savoir bien se positionner et être en dehors de «la mêlée» entre guillemets. Mais ça reste très intéressant, de travailler dans la tech et ce n'est pas du tout fini, d'être, très convoité et recherché dans la tech. Sinon typiquement, les métiers comme les miens n'existeraient pas autant. Oui, ouais. Alors ça, c'est très, très intéressant. En fait, tu dis effectivement comment se mettre en valeur ou comment se vendre. Hem, Ça, c'est effectivement un élément qu'on a peut-être tendance à trop oublier quand, on postule pour un poste ou quand effectivement, on veut se positionner. Hem En fait, au-delà de se mettre en avant, c'est aussi je pense, une question de bien savoir se positionner, déjà sur le marché et en effet, après, une fois qu'on est réellement en recherche aussi ou réellement en écoute active, savoir mettre en avant tout ce qu'on sait. Très souvent, je rencontre des techs qui sont, passionnants et passionnés, mais qui savent pas mettre en avant, justement leur passion et mettre en avant toute la veille technique qu'ils font Mmh, et notamment qui vont chercher à un peu évoluer du métier sur lequel ils sont aujourd'hui, pas faire entre guillemets «plug and play», sur un autre poste totalement équivalent, mais qui en fait, n'arrivent pas à mettre en avant, tout leur travail perso sur d'autres technos, leur veille technique qui pourrait justement les faire aspirer, mmh, à évoluer sur d'autres entreprises ou même en interne, hein et je trouve que ça, c'est quelque chose notamment à travailler. Mmh. mmh. Mais c'est quoi les lacunes quand là, on veut se mettre effectivement en avant? Est-ce que c'est de la timidité? Est-ce que c'est un manque de structure, ou de réflexion sur son propre profil à soi? Est-ce que c'est un mélange de tout ça? Je pense que ça dépend des gens et je pense que c'est en effet un mélange de tout ça et je pense que alors que ce soit les techs ou n'importe qui, c'est aussi plus compliqué de prendre du recul, sur ce qu'on fait et de se dire: «OK, qu'est-ce que j'ai fait sur les dernières années? Sur quoi moi je peux monter en compétences et qu'est-ce qui me différencie aussi de mes collègues et à quoi je peux aspirer?» et je pense que c'est bien dans ces cas-là de se faire accompagner, soit par une personne au sein de son entreprise côté talent, soit aussi par, bah, des recruteurs, ou des agents de dev ou autres sur le marché, dont c'est vraiment le métier de saisir votre profil et d'orienter aussi la personne en fonction de ses forces. Montrer aussi les forces, montrer ce sur quoi, elle est particulièrement douée, savoir tirer son épingle du jeu. On a aussi 2 grandes typologies de profils, savoir dans laquelle on est. On dit souvent que et c'est une question qu'on me pose beaucoup: «Est-ce qu'il vaut mieux que je devienne, expert dans mon domaine ou est-ce qu'il vaut mieux que je sois couteau suisse?» Bien sûr qu'il y a pas une seule réponse à ça, mais l'idée c'est de savoir dans quelle voie on souhaite aller en tout cas. Mmh. Mmh. Alors ça, c'est très, très intéressant. Alors, en France, on a toujours ce débat que je trouve parfois un petit peu hallucinant, du fameux développeur full stack. Bon, ça fait 5 ans que j'essaye de comprendre ce que c'est, mais passons. Hem, alors ça, c'est intéressant ce que tu disais entre le couteau suisse ou se spécialiser. C'est comme si moi, je te dis, bah, je suis avant tout développeur PHP ou développeur web, mais j'ai une expertise en Rust. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me positionne plutôt en web ou en PHP ou ce qu'on veut? Ou est-ce que je mets Rust parce que c'est ce qui peut intéresser un certain nombre de boîtes? Bah, en fait, ça va dépendre de ce que tu veux Mmh, faire et aussi du type d'entreprise que tu veux. mmh, Enfin, l'expertise reconnue va avoir ses avantages et le couteau suisse va en avoir. Dans les grandes lignes, hein, ce que je disais, c'est que les avantages de la spécialisation, c'est que on a une expertise reconnue dans un domaine précis avec une expertise et donc on devient une référence. Typiquement, chez nous, on a des experts Perl, c'est très rare, c'est très mmh, recherché. Et donc ça offre aussi de belles opportunités d'emploi parce que de niche, et notamment en termes de salaire, c'est aussi assez mmh, intéressant parce que, bah, tout simplement, il y en a peu, tout ce qui est rare et cher et ça offre aussi une grande stabilité, aux personnes qui sont spécialisées parce que les experts sont moins impactés par les fluctuations du marché que justement le profil couteau suisse qui, lui, est plus polyvalent, a la capacité de travailler sur une grande variété de projets et plus rapidement aussi employable. Typiquement, tu me parlais d'un full stack. Demain, un full stack, il peut aller sur du full, mmh, sur du back, sur du front, en fonction aussi de c'est ce qu'il met un petit peu les mains dans l'ops ou autre. Il aura une multitude de métiers.
Il est aussi du coup plus adaptable, peut-être aussi du coup au plus, en fonction des, comment dire? Des évolutions technologiques, pouvoir se positionner dessus plus rapidement et ils ont une vision globale qui leur permet aussi d'aspirer à des postes, bah, typiquement de CTO autres. Donc en fait, ça va dépendre du type d'entreprise que tu souhaites. Moi, je dis plutôt que les experts sont, alors c'est une grande généralité que je fais, sont plutôt orientés grosses entreprises et les couteaux suisses, on est plutôt sur des profils de petites entreprises ou Mmh, profils, management, mmh, enfin, high level management. mmh, Donc ça va vraiment dépendre de ce que tu souhaites et ce que tu aimes faire. mmh. Alors, quand tu disais effectivement qu'il faut savoir se vendre ou savoir se présenter, hem, c'est aussi un moyen parce qu'en fait, ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que le marché de l'emploi, c'est quand même une sorte de jungle. Welcome to the jungle. Ça fait référence au le marché de l'emploi, c'est une sorte de jungle, pourquoi tu dans quel, pourquoi Bah, tu parce que même si on manque de développeurs ou de profils techniques, bah, à un moment donné, c'est aussi il y a la personne qui cherche un poste, être capable de se vendre parce que, on va pas forcément l'attendre et que les autres, ils peuvent profiter du fait que je me mette pas en avant. Oui, tout à fait. Alors après, moi, je le vois aussi avec de l'autre côté, avec, Mmh. jungle dans le sens où c'est nous qui recherchons et Oui c'est vrai aussi, ouais. que nous, c'est rechercher aussi quelquefois donc une aiguille, dans une botte de foin et donc c'est vraiment l'inverse. Mais oui, côté candidat, c'est vrai que ça peut donner cette impression et justement dans ce cas-là, en fait, pour moi, ce qui est important et là récemment, tu vois, je trouve qu'on a embauché, pas mal de personnes, qu'on avait rencontrées en conférence, des speakers en fait Mmh, et justement pour moi ça c'est une chose qui est hyper importante de savoir, en fait, se mettre en avant, de par notamment en s'investissant pardon dans le fait de cultiver son réseau, que ce soit en participant à des événements, mmh, parce qu'on va rencontrer, du monde en meet-up, en hackathon, en salon professionnel et cetera. De rejoindre aussi des communautés en ligne. On a beaucoup de cooptations, qui se sont faites aussi dans ce cadre-là. Je connais telle personne, il développe avec moi, enfin, il est aussi sur des projets open source côté OpenStack, et mine de rien, ça fonctionne énormément comme ça et ça nous permet, nous, de trouver des aiguilles dans une botte de foin et ça permet aussi à ce genre de personnes de justement se faire connaître dans un milieu où, bah, j'ai envie d'évoluer dans l'OpenStack. Je me mets sur ce créneau à titre perso ou aussi à titre pro et je me fais reconnaître des autres et donc coopter. Il y a aussi la visibilité, bien sûr, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, plus classique et bien sûr, entretenir ses relations une fois qu'on les a. Mais je dirais que vraiment, tu me disais comment sortir du lot dans cette jungle, je dirais qu'il y a le fait de un participer à des événements, quels qu'ils soient et aussi, rejoindre des communautés en ligne. Mmh. ouais. Alors ça, c'est un élément effectivement très, très important que tu mets en avant parce que, moi je le répète effectivement à longueur d'année et depuis, longtemps, et notamment quand je parle effectivement aux étudiants, étudiants, étudiantes, qu'il faut effectivement, aller dans des événements, il faut aller au meet-up, il faut pas hésiter à proposer même des sessions, parce que c'est comme ça qu'on apprend aussi et c'est comme ça qu'on rencontre au bout du compte les communautés, mais les experts en face, Mmh. et que la notion de réseau, comme tu disais, c'est quelque chose de très important. Ça prend du temps, c'est vrai, mais c'est aussi indispensable et tu parlais qu'il y avait beaucoup de cooptation et c'est vrai qu'on oublie de dire que le réseau, il sert aussi à ça. Mmh. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bah, tu vois, encore pas plus tard qu'hier, on a fait, une promesse d'embauche, qui d'ailleurs a été acceptée dans l'heure. Une cooptation, d'une personne, chez nous, qui connaissait une personne sur une techno, hyper Mmh, spécifique, et en fait, c'est vraiment du bouche à oreille parce qu'ils avaient bossé ensemble sur tel projet dans telle entreprise, sur tel projet, telle techno et c'est typiquement le fait d'entretenir ces relations, de participer en l'occurrence, c'était sur des sujets d'observabilité, de mmh, participer après à des salons très orientés observabilité, de participer à des sujets Grafana, Prometheus et ben, en mmh, fait, mine de rien, ça ouvre des portes. Mmh. ouais. Mmh. Après, effectivement, je présume aussi que si tu fais des sessions ou si tu commits des patchs ou du code dans des projets open source,
ça peut, ou des projets effectivement, X, Y, Z, c'est aussi un moyen d'asseoir sa compétence et son image, non? Tout à fait, tout à Mmh, fait. Bah, tu vois, on parlait d'observabilité, mmh, alors c'était pas cette année, c'était il y a 2 3 ans. Justement avec le manager, on recherchait des profils vraiment sur ce créneau et on est allé voir ensemble sur GitHub qui participait à des mmh, projets là-dessus et c'est comme ça qu'on a trouvé en fait, des candidats. Donc tout à fait sans forcément se faire connaître si jamais on n'aime pas prendre la parole, on a certains techs aussi qui aiment pas prendre la parole et se mettre en avant, je dirais physiquement. Ne serait-ce que contribuer à des projets, où on se fait, «remarquer», entre guillemets en participant activement et en étant pertinent, ça porte aussi ses fruits. Mmh. mmh. D'accord. Et surtout on sera Hem, embauché ce sur quoi on est intéressé et intéressant et pertinent. Mmh. ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, alors toi, tu as ton côté effectivement VH Cloud, hein, ça c'est logique. Est-ce que vous faites des efforts, pour un petit peu améliorer le processus de recrutement ou le processus effectivement avant le recrutement? Parce que parfois c'est un petit peu opaque, il y a 5, 6, 7 entretiens, et parfois est-ce que ça peut décourager effectivement de ne pas avoir une réelle transparence sur tout ce processus? Alors c'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait chez nous, côté tech, on n'a pas de process type, Mmh, et ça va être vraiment en fonction et des équipes et du profil recherché qu'on va monter un process. Donc ce qui change jamais, c'est que le 1er échange, il est avec, nous recruteurs mmh. pour faire le premier point sur, bah, la personne qu'on a en face de nous, ce qu'il veut, est-ce que c'est cohérent, et l'orienter avec, sur l'un de nos postes. Et après en fait, ça va vraiment dépendre des équipes. Ce qu'on a mis en place, par contre, tu vois, le grand sujet souvent qui est évoqué, c'est le sujet des tests techniques. Quel test technique est fait? Quand est-ce qu'il arrive? Dans quelle mesure aussi il fait partie de la décision. Nous, ce qu'on a fait, c'est au sein de la DSI, il y a maintenant 2 ans, on a uniformisé tous nos tests techniques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit, PO, dev back-end, ou, engineering manager, on va passer le même test. Bien sûr, les attendus ne sont pas la même chose, hein, en fonction des sujets, et en fonction aussi du poste qu'on aura plus ou moins tech, plus ou moins attendu sur des sujets de dev ou d'archi, ou de stockage ou autre, ou de base de données, mais le test est le même pour justement faire un état des lieux. Et donc là, tu vois, ce test, il arrive en deuxième point, après le deuxième entretien et après ce test est challengé pendant 1 heure en entretien technique. Est-ce que, alors je sais pas trop comment formuler cette question-là, mais, hem, est-ce qu'il t'est déjà arrivé, d'avoir des personnes qui postulent, hem et qui refusaient de passer un test technique parce qu'ils s'estimaient trop bons, ou qu'il fallait, bah, l'embaucher parce voilà, parce que je suis le meilleur, parce que je suis la meilleure et cetera. Est-ce que ça c'est déjà arrivé? Et comment ça peut se gérer ce genre de cas? Alors trop bon, j'ai jamais eu ça. J'ai jamais personne qui m'a dit, après peut-être qu'il a trouvé 2 excuses, mais j'ai personne qui m'a dit: «Ah je suis tellement bon que je ne mérite pas de faire de test technique». Mais dans ce cas-là, en fait, on s'est dosé. Quand on a Mmh, face à nous, en fait, une personne qui est déjà très reconnue dans son mmh, domaine, on va pas lui proposer de test technique, on va directement lui proposer un échange technique, tu vois? ouais, Donc on sait aussi s'adapter à la personne ouais. et donc il y a ça et ensuite par contre des personnes qui refusent de faire un test technique, oui tout à fait et pour ne pas le nommer, je pense qu'on le connaît tous, Stéphane Philippard, j'ai déjà eu cet échange avec lui, hein, concernant les tests techniques et il m'a dit: «Moi je n'ai jamais fait de test technique pour rentrer dans une entreprise, c'est quelque chose que je refuse». Mmh, Et donc pour rentrer en tant que DevRel, il n'avait pas eu de test technique. D'ailleurs, c'était du réseau aussi, encore tu vois, encore une fois, ouais, ça ouais, ouais. ça illustre ce qu'on Mmh, disait au-dessus. Mais, mais oui, oui, on a déjà eu des candidats qui refusent de faire un test technique et dans ces cas-là, bah, c'est dommage parce qu'en fait, nous, le test technique, il est partie prenante de notre process mmh, et notamment, nous, comment on fonctionne, tu vois, côté rémunération, c'est qu'on va dire: «Bah, OK, aujourd'hui, X, il est entre Y et Z sur la point de vue enfin, d'un point de vue technique». On le projette comme ça dans l'équipe et donc mmh, en termes de rémunération, c'est comme ça qu'on et donc le test technique fait partie complètement prenante de nos process et mmh, également après de la rémunération qui sera proposée. ouais.
est-ce qu'aujourd'hui, vous essayez d'ajuster un petit peu, les salaires que vous proposez? Parce qu'en fait, selon les études que l'on lit, on dit: «Oui, le salaire, c'est le point numéro un. Pour d'autres, c'est ça passe en deuxième ou troisième. Alors ça reste effectivement un élément important, ça c'est clair. Mais est-ce qu'aujourd'hui effectivement, que ce soit du côté du recruteur ou du recruté, il y a d'autres attentes que le salaire proprement dit? Ah oui, complètement. Tu vois, à chaque fois lors du premier échange téléphonique que j'ai avec les candidats, une question que je pose, systématiquement, c'est, si demain OVH ou une autre entreprise, vous font une promesse d'embauche, c'est quoi les, éléments qui vont peser dans la balance? Tu vois, ça va être quoi les critères Mmh, de choix? Et on y retrouve quasi systématiquement, en effet, la rémunération, mais c'est pas le premier point qui est cité. Le premier point qui est cité, ça va être, le poste. Est-ce que le poste est intéressant? Est-ce que ce sur quoi je vais intervenir a du sens pour moi? C'est ce qui m'intéresse, sur des technos qui mmh, m'intéressent? Tu as aussi très régulièrement le télétravail ou en tout cas un environnement de travail, bienveillant qui, mmh, voilà, qui est propice aussi à, je dirais une conciliation vie pro, vie perso et mmh, souvent la rémunération ne vient en fait qu'en quatrième point, troisième ou quatrième point. mmh. Donc Est-ce que alors c'est un petit peu en parallèle à ça, c'est que, quand je discute alors là je t'avoue, c'est vraiment dans des profils, on va dire plus et plus, on va dire là. mmh, Heu, eux, ce qu'ils me disent souvent quand je les croise comme ça en conférence, en meet-up, c'est: «Mmh, là, le salaire, moi, je sais ce que je vaux et je sais ce que je veux. Ça pose pas de soucis. Par contre», ils me disent honnêtement: «Moi, je choisis une boîte parce que, le projet m'intéresse, mais quand le projet ou la technologie, reste la même trop longtemps ou qu'il y a plus de défis techniques, ça m'intéresse plus, il faut que je change». ouais, ça m'étonne pas. En effet, au bout d'un certain niveau et d'un certain aussi niveau de rémunération, Mmh, ce qu'ils vont regarder, ça va être justement l'intérêt du poste. Pour aussi, là, tu parlais de personnes que tu croisais en conférence, donc souvent des speakers, ça va être: «Est-ce que l'entreprise me donne aussi cette mmh, opportunité de participer, de parler aussi en son nom, de mmh, présenter les projets que je fais aussi en interne, d'open sourcer mes projets et cetera?» Et mmh, ça va être plutôt ça, qui va les intéresser, tout à fait. ouais, Ça, c'est quelque chose qui est très, très récurrent et qu'on voit tout à fait. mmh. Mmh. Alors là, je vais être assez méchant envers quelques devs, heu, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vois une tendance entre ce qu'on peut appeler un profil un petit peu plan-plan? Donc voilà, lui, il fait son boulot, bon 9 heures ou 17 heures ou ce que tu veux, sans plus, pas plus, pas beaucoup d'ambition. C'est un travail alimentaire ou quasiment alimentaire et les profils vraiment qui, eux, en veulent, ils sont curieux, ils veulent tout le temps évoluer, ils veulent apprendre de nouvelles technos, heu, dans dans le vrai esprit dev quoi, en fait, on va dire, ou même le esprit hacker, comme on l'entend à l'origine. Mmh. Et est-ce que c'est 2 mondes qui sont difficiles à concilier? Alors, est-ce que ce sont 2 mondes difficiles à concilier? Je pense pas et je pense qu'on a besoin de tout pour faire un monde. Mmh, Après, là, je vais te répondre aussi d'un point de vue, recrutement. Tu te doutes que nous, ce qu'on va rechercher de façon générale, ça va plutôt être la personne, qui est, passionnée, mmh, évidemment et qui va, continuer à faire sa veille tech, son auto-formation, tu vois? Encore une fois, moi, une question que je pose systématiquement en entretien, c'est: «Est-ce que vous faites de la veille technique?» Et quelqu'un qui me dit, «Oui, j'ai mon petit cluster qui tourne, j'ai fait ci, j'ai fait ça» ou même de la domotique, mmh, ça fait clairement la différence entre, bah, typiquement 2 profils, de développeurs et hem et une personne qui va me partager, aussi, ce qu'il écoute, bah, typiquement des blogs, mmh, ou, sur GitHub ou autre, comment il monte en compétences. Ça va être aussi une personne où on sait que lui-même saura monter en compétences tout seul et pour nous, bien évidemment, c'est ce qui est aussi intéressant, avoir une personne passionnée, où on a la certitude que comme il est passionné, il saura aussi monter en compétence, aller creuser des sujets, pouvoir aussi être force de proposition pour des nouvelles technos, des améliorations en interne. Bah, ça, évidemment, ça fait la différence et puis
aussi côté tech, tu vois, tu me parlais de jungle du recrutement tout à l'heure. En fait, pour rester dans le game et rester entre guillemets «attrayant» dans la tech aux yeux des recruteurs, aux Mmh. yeux des entreprises, il faut se former en permanence, il faut être attentif aux nouveautés parce que, le marché de la tech va enfin, le monde de la tech va tellement vite que la veille technique peut pas prendre de congé et qu'on est très vite entre guillemets «obsolète». Mmh. Mmh. Oui, en fait, c'est et ça, tu vois des profils qui ont tendance à trop stagner comme ça et qui peuvent même te dire: «Non, la veille techno, me former, moi, ça m'intéresse pas. Je maîtrise mon truc et c'est tout». Est-ce que ça Oui, t'est mais déjà arrivé ça? oui, ça m'est déjà arrivé et aussi des personnes qui vont dire: «Bah, en fait, l'informatique, c'est mon métier Mmh, et puis c'est tout. À titre perso, je vais pas, m'investir dans 10 000 mmh, projets». Parce que là, je parle de veille technique, tout à l'heure, je parlais aussi de projets open source. mmh, Bien sûr que c'est du temps en plus du travail, et bien sûr que tout le monde, non seulement n'a pas forcément l'envie, mais aussi pas forcément le temps parce qu'on a une vie perso. Donc évidemment que j'ai ce discours de personnes qui me disent que non, ils font pas de veille, et je dirais c'est pas du tout une condition sine qua non, tu fais mmh pas mh, de veille, OK, on t'embauche pas. mmh, Je disais, c'est une façon de se démarquer. C'est une mmh, façon de se démarquer et bien évidemment et heureusement qu'on peut être, excellentissime, en se cantonnant davantage à ce qu'on fait au travail, mais au travail en restant curieux et mmh, proactif, quoi. Mmh. mmh. Alors, une question alors qui normalement ne se pose pas, mais ça se pose quand même, c'est, quid de l'anglais? Ça se passe comment? Ça va dépendre des équipes chez nous. Comme tu le sais, OVH, on est une entreprise, française, Mmh, mais on a des équipes à l'international. Et selon les équipes, ça va être plus ou moins nécessaire de parler bien anglais. Par contre, ce qui est absolument, une condition essentielle, c'est, bah, nous, toutes nos docs ou autres sont en anglais et donc mmh, c'est essentiel de, à minima, lire et écrire l'anglais. Après, selon les équipes, être plus ou moins bon, ça va dépendre. mmh, Typiquement dans les équipes, PCI, donc Public Cloud, c'est essentiel de parler bien anglais mmh, et on va avoir d'autres équipes où, je pense par exemple à Web Hosting, où tout le monde est francophone, mmh, ça va être moins important d'être fluent. mmh. Est-ce que tu as déjà, eu des profils comme ça qui t'intéressaient, mais où l'anglais ça les bloquait et qui sont partis parce que c'était trop bloquant? Alors qu'ils sont partis, non, parce que dans ce cas-là, on les a pas embauchés. On n'a jamais Mmh, personne, tu vois, qui est parti, d'une période d'essai parce qu'il mmh, parlait pas assez bien anglais ou mmh, parce que lui-même, s'est dit: «Oh là là, ça parle trop anglais, mmh, je m'en vais». mmh, On n'a jamais eu ce cas. Heureusement, c'est que le travail avait été fait en amont. Par contre, des personnes où on a mis fin, où ils ont mis fin au process, mmh, pour cela, oui, bien sûr. Bien d'accord. sûr et même très régulièrement, tu vois, c'est aussi une de nos problématiques là je te partage un peu nos problématiques recrutement Mmh, dans nos équipes, Network Operations Center, donc tu vois les superviseurs réseau. mmh, C'est absolument essentiel qu'ils parlent anglais et qu'ils parlent ouais, bien anglais, mmh, parce qu'ils sont en contact avec des personnes qui sont, à l'international tous les jours et non francophones, et également parler avec des personnes en interne, qui sont, bah, notamment assez haut placées, où il faut quand même savoir bien parler anglais et c'est mmh, compliqué de trouver des superviseurs réseau, tu vois, qui parlent anglais et donc ça a été vraiment une de nos mmh. difficultés, sur ces équipes-là. Est-ce que tu sens que le niveau d'anglais, il se détériore avec les jeunes juniors? Ou est-ce qu'au contraire, tu vois pas de différence avec, ce qu'on pouvait voir il y a 5 ou 10 ans? Ah, je dirais plutôt l'inverse. Mmh, Je dirais plutôt que sur la jeune génération, la question de l'anglais se pose beaucoup moins que mmh, certaines personnes qui, tu vois, on parlait d'experts tout à l'heure. Moi, j'ai eu plusieurs fois affaire à des personnes qui étaient vraiment expertes dans leur domaine, notamment dans des technos, enfin en dev, assez pointus et mmh, assez pénuriques, mais qui, ne parlant pas un mot d'anglais, mmh, sont in fine en fait assez limités là-dessus mmh, et notamment, tu vois, certaines personnes aussi aspirent à des carrières à l'international et in mmh, fine se retrouvent un peu coincées et je trouve que c'est plus vrai pour, les générations, je dirais, plus antérieures que les plus récentes où justement l'anglais est enfin aujourd'hui enfin c'était déjà le cas dans les écoles d'ingénieurs, c'est obligé ouais. de Mmh passer, mh. voilà, du temps à l'étranger, un stage notamment et ouais, je trouve que Mmh. c'est plus enfin c'est moins vrai pour les générations d'aujourd'hui où je pose Ouais. pour moi, c'est moins une vraie question quand je tombe sur un profil plus jeune. Mmh.
d'accord. En fait, moi, ce que je dis toujours, c'est que, bah, même si on n'est pas très, très bon en anglais, à un moment donné, bah, on se lance et Oui, le but, c'est de comprendre et de se faire comprendre. tout à fait. Et de toute Voilà, façon, plus on parle, plus on s'y fait voilà. et on a le vocabulaire qui Mmh, suivra aussi. bah, Mais c'est dès le ça. début, il faut pas être réfractaire et ça, ce sont Ah des ouais, choses non, qui ouais, arrivent. ouais. Après, c'est pour ça aussi que après nous, dans le monde tech, on a aussi un langage qui est entre guillemets mais un petit peu plus simple et quand on connaît les mots, les expressions qu'on utilise, c'est aussi un petit peu plus simple. Tout à fait. Ben, on a notre wording et même en français. Alors j'ai remarqué que toi, tu ne faisais aucun anglicisme ou très Ah bah, peu, mais pourtant j'en fais beaucoup pourtant, mais je trouve très peu, mais je trouve qu'au quotidien, en fait, même en parlant français, c'est des anglicismes, ouais, à longueur de journée, in fine. oui. Alors en fait, moi j'utilise beaucoup de termes anglais, mais quand, on fait des conférences ou quand, j'écris des articles. Parce que je trouve que quand on traduit des mots techniques anglais, parfois on perd le sens précis de ce qu'on veut dire et Ah ça me OK. gêne beaucoup. Alors c'est amusant parce que j'aurais dit un peu l'inverse, mais Ah, dans le sens oui, parce que, les mots à la base, sont on va prendre, tu vois, un exemple, très bête. SRE, par exemple, c'est le premier exemple qui me vient en tête. mmh, SRE, en français, je le sais parce que quand on publie une annonce au mmh. Canada, tu sais, il faut mettre en franco-français. Oui, C'est une ouais, ouais. blague. Et donc ça se dit ingénieur fiabilité, ce site. Là où en fait, pour moi, on perd vraiment le sens Ah bah du ça oui terme par contre, ouais, SRE, ouais, voilà, ouais. qui l'a été pensé Mmh, à l'origine par Google mmh, et donc là, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais je trouve que plusieurs fois, c'est le mot est pensé en mmh, anglais ou le terme est pensé en anglais ouais, et le repasser en français, on perd un peu, mmh. ouais. Ouais, bah, oui, oui, c'est après mais moi je me pose, souvent des questions quand par exemple, là on commence à parler de classe ou de fonctionnalités de langage, où j'hésite souvent à utiliser les mots français parce que, bah, en fait, je vois ce qu'il faut dire, mais je préfère garder le terme anglais parce que pour moi, il est plus précis. Ouais, Dans le cas précis, hein, évidemment. ouais, tout à fait. Ça, je suis entièrement d'accord, ouais. Mmh. Bah, écoute, je vois que le temps avance. Bah, je pense qu'il est temps de conclure, hein, parce qu'on est déjà 33 minutes déjà, c'est bien. En tout cas, ce fut un plaisir d'échanger avec toi. Donc c'est un sujet effectivement, très, très vaste et sans fin. Ah si, tiens, j'ai une toute petite question, encore. Oui, Hem, je me souviens, il y a 2 3 ans, je discutais avec une ESN et qui me disait que sur 10 CV qu'ils recevaient, ils en ont ils en jetaient entre 7 et 8. Est-ce que c'est quelque chose que tu vois ou qui se passe encore? Ou est-ce que les candidats, ils cernent un petit peu plus, les dépôts de demandes ou de CV comme ça? ouais. Alors Alors c'est chouette que tu me poses la question à ce moment-là parce qu'on vient de sortir justement un peu les chiffres là-dessus. Pour te répondre déjà par chiffre au global, chez nous, chez OVH, on a, tu vois, en réponse à annonce, en embauche, 40 de nos embauches, ce sont des personnes qui ont postulé sur une de nos fiches de poste. Mmh, Et après, tu vois, j'ai pas le décompte de, combien d'embauches sur combien de mmh, candidatures, en tout. En revanche, nous, ce qu'on remarque et là, ce qu'il faudrait, tu vois, qu'on fasse de la data vraiment pour avoir ça, c'est que de plus en plus, nos candidatures sont pertinentes. mmh, De plus en plus, avant vraiment on avait des candidatures, où, en effet, heu, le taux de refus notifiés, allait être très élevé et là de plus en plus on est sur, des profils, qualifiés pour les pour les pour les personnes qui, postulent et notamment alors tu vois, c'est dû nous on s'est posé la question d'aussi à quoi c'est dû et je pense que c'est dû notamment au marché, mais aussi au fait que les entreprises de plus en plus vont travailler leur mmh, marque employeur et vont savoir aussi attirer les personnes qui les intéressent, et donc je pense que ça y contribue aussi et mais c'est tout un je dirais que c'est hyper vaste à mettre en place mmh. et aussi la data à avoir doit être assez compliquée. Tu vois? On se disait: «OK, quid d'un ROI de participer, à des événements?»
Mmh. C'est très compliqué de savoir ça. Mmh. Après, ça fait partie effectivement de la marque employeur et comment tu la travailles. Après effectivement, comme tu dis, heu, on peut pas mettre, des métriques en face de tout. Ou en tout cas, c'est très difficile. C'est très difficile, oui. Mmh. C'est très difficile et savoir est-ce que telle personne aurait postulé si jamais, on n'avait pas été présent à tel event où il nous a sans doute rencontrés. Mmh, Là, on en arrive, c'est très compliqué, mais c'est ça qui oui, serait hyper intéressant. ouais. Mais en effet, la marque employeur, c'est aussi beaucoup semer et se Mmh, dire que le ROI sera peut-être que dans, plusieurs années bah, c'est ça, et c'est ça qui est chouette aussi. ouais, c'est Mmh. ça, c'est ça. Bah, en tout cas, un grand merci à toi. Bah, j'espère que ça vous aura plu de nous écouter, enfin surtout toi, à Magali. En tout cas, c'est un sujet, très, très vaste, hein, et évidemment, on aura l'occasion, d'y revenir, durant toute l'année. En tout cas, un grand merci à toi et comme toujours, vous retrouverez, l'ensemble des podcasts, hein, sur du Spotify, sur Ocha, sur YouTube, et toutes les plateformes de podcast, favorites. Encore une fois, un grand merci à toi, à Magali et à très bientôt pour un nouveau podcast. Merci.